compte que je suis à vos pieds. Et ça va donc être difficile pour moi d'être à la hauteur de vos attentes. Mais je vais vous en laisser juger. Alors, derrière le titre de cette conférence, une question qui, je crois, nous concerne toutes et tous. Comment amener les gens à faire ce qu'ils ont à faire? Ah oui, on ne peut pas faire n'importe quoi dans une société, c'est la raison pour laquelle, notamment, on a inventé les lois. Donc, je suis. Comment amener les gens à faire ce qu'ils ont à faire? On réfléchit 2 secondes et on pense évidemment à l'autorité. D'accord. Alors, prenons une figure d'autorité par excellence, l'agent de police. Plaçons-la à un carrefour, observons les gens, font ce qu'ils ont à faire. Et c'est vrai que sans le code de la route, on ne peut pas prendre le volant. Force de l'autorité, c'est pas discutable. Mais retirer l'agent de police, observez, on est rarement déçu. Hein. Les gens retrouvent instantanément leurs mauvaises habitudes. L'ombre du bâton disparu, tout redevient comme avant. Et pourquoi? Parce que vous le savez aussi bien que moi, avec un schéma autoritaire, vous ne toucherez jamais rien de profond. Il ne faudrait pas battre le cœur. Vous ne toucherez pas ce que les psychologues appellent assez volontiers la motivation intrinsèque. La seule à la vérité susceptible de nous assurer de la pérennité des changements qu'on aurait pu obtenir, qu'on aurait été capable d'obtenir ponctuellement. D'ailleurs, je pense quelquefois au radar, ça montre qu'on n'a rien touché de profond. Je sais qu'il y a un radar, je ralentis, ensuite j'accélère. On a même inventé le détecteur de radar. Et dans mon laboratoire, on travaille, on essaie d'inventer le détecteur de gendarmes, mais c'est très difficile. Bon, alors oui, évidemment, indispensable l'autorité, tout ce qui va avec, les règles, les codes, les procédures, évidemment indispensable, mais pas suffisant. Alors, je pose la question différemment. Comment amener les gens à faire de même ce qu'ils ont à faire? Comment amener autrui à faire spontanément ce que je souhaite qu'il fasse? Allez, on va un appel à la liberté. Comment amener quelqu'un à faire librement ce qu'il doit faire? Librement, autorité, ça ne va pas ensemble. Écoutons nos intuitions. Comment amener quelqu'un à faire librement ce que je souhaite le voir faire librement? Que nous disent nos intuitions? Elles nous disent, elles nous soufflent, elles nous murmurent. Information, argumentation, persuasion. Avec cette conception de l'homme qui lui est très chère, tellement chère d'ailleurs qu'elle n'est jamais questionnée, nous avons des idées et nos comportements en découlent. Et on aime à penser qu'en faisant preuve de pédagogie, qu'en étant capable de provoquer des bonnes prises de conscience, bref, en trouvant les bons arguments et en mettant en avant les bonnes informations, les gens vont modifier ce qu'ils ont dans leur tête, ce qu'ils pensent, ce qu'ils savent, ce qu'ils croient, et ils vont, du même coup, ayant modifié leurs idées, modifier leur comportement. C'est vrai que c'est une belle conception de l'homme, portée par l'air du temps, véhiculée par les médias, malheureusement. Elle a ses limites. Je veux les en convaincre. Oh, avec une recherche que je trouve exemplaire sur au moins 2 critères. Le premier, c'est la durée, le temps, parce que vous pourriez me dire, attendez, informer, convaincre, c'est long. D'accord, on va disposer de 10 ans. Pas mal, 10 ans, hein. Et puis vous pourriez me dire, mais attendez, modifier les comportements, c'est difficile, notamment lorsque les gens ont de mauvaises habitudes. C'est vrai, hein. Mais là, il n'y aura pas de mauvaises habitudes. En d'autres termes, on va se placer dans les conditions les plus favorables. De quoi s'agit-il? D'une très longue action de prévention du tabagisme, qui commence à l'âge de 7 ans et qui se termine 10 ans plus tard, à donc 17 ans. Au total, entre 7 ans et 17 ans, vous ne trouverez pas l'équivalent, 65 séances. Et vous imaginez qu'au fil des semaines, des mois, des années, on informe, on persuade les élèves évidemment des méfaits du tabac, on essaie de les convaincre de ne pas fumer, mais on fait plus que ça, on fait parvenir aux familles 2 fois par an un courrier reprenant peu ou prou ce que les enfants ont appris en classe. Vous comprenez pourquoi? Pour essayer d'obtenir un relais, un coup de pouce familial, le papa ou la maman qui va dire à son fils ou à sa fille, tu vois,
ma fille, où tu vois fiston Pépé, grand-papa, papy, tu l'adorais. Eh bien, il serait avec nous, tu vois. Il serait là, aujourd'hui. Il ne faut pas fumer. C'est dangereux. On ne sait pas, c'est vrai, ce qui se passe au sein des familles. En revanche, on sait ce qui se passe durant ces 65 séances. La pédagogie est parfaitement adaptée à l'âge des élèves. Quant au contenu de connaissances, ils sont évidemment conçus sur la base des recommandations des plus grands experts du monde médical. Autant dire qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Et vous imaginez probablement ces séances, les discussions de groupe qu'on organise, la documentation que l'on donne, les diapositives avec des bouches abominables, les films, j'arrête. Mais quand même la moindre des choses lorsqu'on a fait une action, et vous le savez aussi bien que moi, c'est d'en évaluer l'efficacité sur les critères pertinents, pas sur ceux qui me font plaisir, sur les critères pertinents. Alors dans le champ de la santé publique, il n'y en a pas 10, mais il y en a au moins 2. Évidemment, je fume pas, c'est un critère extrêmement fort. Et le deuxième, c'est pas la même chose de fumer 2-3 cigarettes de temps en temps et de fumer 10, 15, voire davantage cigarettes par jour. Donc évidemment, deuxième critère, la consommation quotidienne moyenne. La méthodologie est très simple. Au départ, on a 8000 élèves. Donc c'est pas 20, hein, 8000. Distribution aléatoire en 2 groupes. 4000 d'un côté, 4000 de l'autre. Un groupe, je vous en ai parlé, c'est la condition expérimentale. Les élèves bénéficient de 65 séances. L'autre groupe, je ne vous en ai pas parlé, je n'en ai pas besoin, c'est la condition contrôle. Les élèves n'ont pas bénéficié de l'action de prévention. Et à 17 ans, on compare les 2 groupes sur les critères pertinents. Il n'y a strictement aucune différence. Ça fait réfléchir, hein? Je veux dire par là que la probabilité d'être fumeur n'est pas moins élevée au terme de 65 séances que dans la condition contrôle, et je ne fume pas moins lorsque je fume, puisque je fume en moyenne quotidiennement dans la condition expérimentale que dans la condition contrôle. Alors maintenant, si je prends notre critère, le problème c'est qu'il n'est pas pertinent en matière de santé publique. Ce que les gens dans la tête, ce qu'ils pensent, ce qu'ils savent, ce qu'ils croient. Alors oui, l'action s'est avérée remarquablement efficace, et c'est bien le moins, au bout de 65 séances. Vous sentez déjà ce décalage que Lewin appelait en son temps, et permettez-moi ce langage un peu poussiéreux, la sphère des idées, ce que nous avons dans nos têtes, et la sphère des comportements, ce que nous faisons effectivement. Vous sentez ce décalage. Et je peux vous le faire sentir avec le cœur. En prenant une cause admirable, parce qu'il en va de la vie, le don du sang. Dites-moi, est-ce que n'est pas toutes et tous, ici, dans cette salle, parfaitement informés de l'impérieuse nécessité qu'il y a à donner son sang? On sait tous que les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner, c'est simple, hein, sans être alimentés régulièrement en poche de sang. On le sait tous. Oh, je pense qu'on connaît parmi nos proches, pour la plupart, peut-être parmi nos très proches, peut-être parmi nos très très proches, des gens qui ont eu besoin du sang des autres et qui ont été sauvés grâce au sang des autres. Et puis, si on réfléchit 2 secondes, on se dit que oui, mais moi aussi, hein. Ce soir, oui, cet après-midi peut-être, j'aurai besoin du sang des autres. Oui, c'est à peu près parfait, hein. Ouais. Oui, il faut donner son sang. Okay. J'en suis persuadé. Mais est-ce qu'on le donne? Vous sentez ce décalage entre les idées et les actes? Et en même temps, peut-être, sentez-vous, au fond de vous, qu'il suffirait de rien. Je dis bien de rien. Pour qu'à midi et demi, nous donnions notre sang. Vous sentez? Rien. Et on le donne. Et on est content de le donner. Et on est fier de ce qu'on a fait. Et on en parle. Et on se reconnaît dans ce qu'on a fait. Vous sentez? À midi et demi, on donne notre sang. Là. Rien. Peut-être quelque chose qui tournerait autour de la pédagogie, du management. Et on le donne, on est collectivement, et on est content de l'avoir fait. Rien. Vous sentez? Et on le donne. Eh bien, ce rien, les chercheurs en ont fait leur objet d'étude. Ce sera ma première conclusion, dont nous travaillons sur rien. Voilà, et travaillant sur rien, c'est très difficile de trouver, évidemment, par définition, quelque chose, et là encore, je vais vous en laisser juger. Ce rien, c'est l'immense carte Lewin. Alors, on peut ne pas connaître Lewin, si on n'a pas une formation en sciences humaines et sociales, mais il est considéré comme le plus grand psychologue depuis Freud.
Pas rien, hein. Eh bien, ce rien, c'est l'immense Kurt Lewin qui nous a montré la direction à suivre, si on veut trouver au bout du chemin. Alors, revenons en arrière. Les années 40, nous sommes aux États-Unis. La guerre, son cauchemar, ses souffrances. Et dans ce contexte lourd, pénible, l'économie de guerre étant scalée, il n'y a plus dans les magasins les produits qu'on trouve normalement en temps de paix. Et si on veut éviter les problèmes de carence alimentaire, il faut s'alimenter différemment. Et il faut notamment consommer des bas morceaux de boucherie, puisqu'il n'y a plus les pièces nobles. Il n'y a plus de steak. Problème, ce n'est pas du tout dans les habitudes des ménages américains que de consommer des bas morceaux, cœur, oignons, tripes, etc. Alors, question, comment amener les gens à faire ce qu'ils ont à faire? Pas ce que je souhaite qu'ils fassent, je dis bien ce qu'ils ont à faire. C'est une question de santé publique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait de grandes actions qu'on appellerait certainement aujourd'hui de communication, des affiches, manger des abats, des affichettes sur les portes des commerçants avec des présentoirs et des recettes. D'accord, manger des abats. La radio, ça peut être utile. Manger des abats et on diffuse des recettes. La presse, évidemment, désencadrée, manger des abats et on publie des recettes. Et puis ce constat, amer, ça sert à rien. Alors on s'oriente, ce sont les responsables de la santé publique, vers Kurt Lewin, pour lui demander de mettre l'état du savoir, mais encore une fois, nous sommes dans les années 40, et pour tout le monde, y compris pour la communauté scientifique, les comportements découlent des idées, demande les responsables de la santé publique à Kurt Lewin de les aider à traiter cette question-là de santé publique. En d'autres termes, comment amener les gens à faire ce qu'ils ont à faire, et en l'occurrence, à servir des abats. Bon, il part du principe que si les actions réalisées, les affiches, la radio, etc., la presse, si ces actions n'ont pas été efficaces, c'est parce qu'elles n'ont pas permis de convaincre les gens, de les motiver, de les informer correctement. En d'autres termes, c'est parce qu'il ne s'est rien passé dans la tête que les gens n'ont pas modifié leur comportement. Alors, habilement, il choisit sa cible. C'est important lorsqu'on veut faire de la communication. Alors, mesdames, ne m'en veuillez pas, mais dans les années 40, c'est la ménagère. La maman qui s'occupe du ménage et donc qui fait les courses. Si on veut que des abats arrivent sur la table familiale, c'est vrai que la bonne cible, c'est la maman, c'est pas le papa. D'ailleurs, la plupart du temps, ils sont au fond. Bon, j'ai choisi ma cible. Et puis je me pose des questions types en matière de communication. Cette cible-là a besoin de quel type d'information? D'accord. Cette cible-là sera sensible à quel type d'argument? D'accord. Et le voilà qui optimise et qui l'optimise encore un argumentaire. Et lorsqu'il ne peut plus faire mieux sur le plan de l'information, de l'argumentation, il demande à un professionnel, quelqu'un qui a l'habitude de convaincre, de créer des dynamiques, de mettre en mouvement des gens au service d'une ambition collectivement partagée. Bavlas a travaillé avec lui, Alex Bavlas. Demande donc à un intervenant de convaincre des ménagères qu'il va prendre par tout petit groupe, une dizaine, de tout l'intérêt qu'il y a à servir les abats. Alors l'intervenant est excellent, l'argumentaire est excellent, il donne même des recettes. Vous voyez, rien n'est laissé au hasard. Après les avoir convaincus, il a répondu aux questions, il a levé les objections. Et bien sûr, au moment où les ménagères quittent la salle, Lewin prend une première mesure pour s'assurer que l'acte de persuasion est une réussite. Il l'est 3 fois. Elles sortent informées, convaincues, motivées, avec des recettes. Alors là, on aurait pu crier victoire, hein, si les comportements découlaient logiquement des idées. Et avec des recettes, et elles sont directement concernées parce qu'il en va de la santé de leurs enfants, de leurs conjoints et de leur propre santé. Mais Lewin est trop sérieux pour sauter au plafond de joie. Il attend un peu, jusqu'au moment où il va prendre la seule mesure pertinente en matière de santé publique, parce que vous le savez aussi bien que moi, et pas que dans le champ de la santé publique, ce qui compte, c'est pas ce que les gens ont dans la tête, évidemment, c'est ce qu'ils font. Si on veut avoir un impact en matière de santé publique, c'est pas sortir informé, convaincu avec des recettes. Mais c'est, je sais, évidemment, des abats. Premier groupe de 10 personnes,
Zéro. Qu'est-ce que c'est ça? Zéro. Recommence, Alex. Alors, Alex, sonnez-long, il plaide, il informe. Pareil, il donne les recettes, les gens sortent. On prend les mêmes mesures, c'est qu'elles ont dans la tête. Pareil, on a fait la même chose, elles sortent informées, convaincues, motivées. Il prend ensuite la mesure qui importe, la seule qui importe en matière de santé publique. Zéro. Qu'est-ce que c'est ça? Les gens ont les bonnes idées, sans avoir les comportements qui leur correspondent. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Il va finalement arriver, allez, je la fais courte, à un maigre 3%. Autant dire comme ça. Alors il est obligé de reprendre contact avec les responsables de la santé publique pour leur dire 6 mois, Kurt Lewin, avec mon argumentaire, je ne suis pas capable de faire mieux. Avec des gens qui sortent, informés, convaincus, motivés, et avec lesquels on a pu avoir une relation individualisée, parce qu'avec 10 personnes on peut interagir. Je touche dans le meilleur des cas 3% des gens, alors ça signifie évidemment qu'avec vos affiches, vos affichettes, vos spots à la radio, vous encadrez dans la presse. Vous voyez, le problème de santé publique reste entier. Mais s'ajoute un problème théorique à laquelle la communauté personne n'était préparée et qu'on a appelé, que Lewin a appelé le décalage entre la sphère des idées et la sphère des comportements. Alors c'est là que Lewin va faire une avancée considérable, mais je ne serai certainement pas là sans des personnalités comme Lewin. Il se met à réfléchir. Bon, les idées, j'essaie de les promouvoir. Les comportements, c'est comme si j'avais rien fait. Donc le lien n'est pas direct. Lewin a été des premiers scientifiques à montrer que le lien entre les idées et les actes n'était pas direct et donc il fallait le produire. Et vous sentez que toute la noblesse de l'agent de changement, c'est pas uniquement de promouvoir les idées, les bonnes idées évidemment, que les bonnes idées étant promues permettent le passage des bonnes idées au bon comportement. Alors il se met à réfléchir à ce qui pourrait permettre de lier comportement et idée. Oh, vous allez voir, sa découverte va vous paraître d'une simplicité, j'assume, enfantine. Mais entre nous, après coup, est-ce que tout ne paraît pas, ou presque, enfantin? Mais après coup seulement. Je voudrais juste vous donner un exemple. L'invention de la roue. Vous dites pas, quelquefois, moi je l'aurais inventé. Ah, moi ça m'arrive, hein. Après je réfléchis, je dis, attends, n'allons pas trop vite, ne nous emballons pas. L'invention de la roue, 5000 ans. 5000 ans. C'est hier. Je ne voudrais pas remonter jusqu'à nos plus lointains ancêtres, mais je vais prendre l'Homo sapiens. C'est 200 000 ans. 200 moins 5, 195 000 ans pour inventer la roue. C'est pas si simple, hein? Et pourquoi c'est pas si simple? Parce que, comme le disait Einstein, qui a été cité tout à l'heure, inventer, c'est penser à côté. Et on n'est pas formaté pour penser à côté. Eh oui, on a pu inventer la roue qu'à partir du moment où on a cessé d'imiter le galop du cheval. Voilà. Pareil, on a pu inventer la machine à coudre qu'à partir du moment où on a cessé d'imiter les doigts de la couseuse. La couseuse, elle coud dans un sens, la machine pique dans l'autre. Et vous en conviendrez, on n'a pas inventé l'électricité en essayant d'améliorer la bougie. Ou non, elle est ailleurs. Eh bien, sachez qu'on a pu avancer dans la compréhension des déterminants des comportements humains qu'à partir du moment où on a pensé à côté. Ah ouais? Sinon, je ne fais que réfléchir à la façon d'optimiser un argumentaire. Le problème, c'est si le lien entre les idées et les actes n'est pas direct, on peut à l'infini optimiser un argumentaire. D'ailleurs, c'est ce que Lewin a commencé à faire. Alors voilà son idée. Les idées, je sais les promouvoir, les comportements, c'est comme si je n'avais rien fait. Qu'est-ce qui permettrait de relier les deux? De mailler en quelque sorte. Quel est le chaînon manquant? De mailler idée, comportement. Et voilà son idée qui va me paraître enfantine. Une décision. Voilà ce qu'il se dit. Si je mettais entre les idées et les actes une décision, en d'autres termes, si j'amenais les gens à décider de faire ce que leurs nouvelles idées leur donnent à décider de faire, je ne vois pas pourquoi ils ne décideraient pas de le faire. Ah, l'idée est vraiment toute simple. Alors, regardez comment ça se passe concrètement. Dans la situation type de persuasion, bon, il y a des petites différences, mais je vais passer sur les différences pour rester sur celle qui est la plus importante. Mais dans la condition
type. Que fait l'intervenant? Il informe, il persuade, il a des objections, et puis il termine en disant « Je vous ai convaincu, mais vous ne voulez pas qu'il y ait de problème dans votre famille. Vos enfants, vous les aidez, votre mari, votre conjoint. Je compte sur vous. Servez des abats. » Ben, c'est le schéma de la pédagogie, c'est le schéma de la leçon de morale, c'est le schéma du management, et on peut s'y reconnaître. D'accord, vous avez vu le résultat? Ben oui, parce que les gens sont récepteurs, pour ne pas dire réceptacles. Alors l'idée géniale de Lewin, c'est rendre les gens acteurs, décideurs. Après, on verra engagés. Le problème, c'est que malheureusement, il est mort prématurément. Il a pressenti la théorie de l'engagement, mais il n'a pas pu l'élaborer. C'est pour ça que vous ne trouvez pas sous sa plume le concept d'engagement. Mais en gros, c'est qu'il le préfigure, la décision. Mais regardez, comme ça devient facile lorsqu'on a cette idée de promouvoir des modifications de comportement. Autre groupe. Mais cette fois, Lewin va demander à son intervenant de terminer différemment. Non plus de terminer comme je l'ai rappelé, mais cette fois de rendre les gens décideurs. Alors on donne également les mêmes informations, persuade, on compte. D'accord, la fin. C'est la fin qui va nous intéresser. Voilà ce que va dire l'intervenant, au lieu de ce que je viens de rappeler. Voilà, c'est fini. Ah, peut-être avant qu'on se quitte, là. Ouais, ça me ferait plaisir. J'ai besoin de quelles sont celles d'entre vous qui vont servir des abats. Je dis celles parce que je m'adresse à des ménagères. Je vous en prie, levez la main, est-ce que je peux compter sur vous? Et là, vous pensez à vos enfants? Ben, j'espère, hein? Vous pensez à votre amoureux? J'espère aussi. Peut-être vous pensez à votre propre santé? Ben oui. Puisqu'on vous demande de décider de faire ce que vos idées vous donnent à décider de faire. Parce que là, évidemment, lorsqu'elles vont sortir, les villes vont prendre les mêmes mesures, elles vont sortir également informées, convaincues, motivées. Donc, ils partent du principe qu'elles vont lever la main. Effectivement, elles lèvent la main. 31% pour servir les abats. Vous voyez, au lieu de 0 ou 3%, 31%, 10 fois plus par rapport à 3%, ça tient quoi? À rien. De rien dont on va parler. À rien. Pas le rapport que les mamans ont aux abats, pas leur amour de leurs enfants ou de leur mari. À rien. Un jeu de circonstances qui fait qu'elles se sont retrouvées ici, elles auraient pu se retrouver ailleurs. Et ici, on leur a demandé de lever la main. Mais attendez, je voudrais vous faire sentir que si Lewin avait disposé de la théorie de l'engagement, il aurait pu avoir des effets infiniment plus forts. Et en vous le faisant sentir, je vais introduire deux concepts que je souhaiterais ensuite expliciter. Le premier, c'est le concept d'acte préparatoire, et le deuxième, c'est le concept d'identification de l'action. Il aurait pu dire « j'ai besoin de vous », après avoir informé, persuadé, convaincu, motivé, à la fin, « j'ai besoin de vous ». Écoutez, on s'est rendu compte que les affiches, les affichettes, la radio, la presse, bon, tout ce qu'on a fait n'a pas été efficace. On va dans le mur, on va avoir des problèmes de santé publique dans notre pays, dans notre beau pays. Nous sommes en guerre. Et on va vous demander de faire finalement quelque chose pour votre pays. Ah, en fait, il nous manque une information, et cette information, parce que si on en disposait, on pouvait faire des actions efficaces. C'est vous qui en disposez. En fait, on a besoin de savoir comment ça s'est passé chez vous. Chez vous, lorsque vous avez servi des abats pour la première fois. Comment vos enfants réagissent? Comment votre main? Alors là, si on avait cette information, on pourrait être beaucoup plus efficace. Si ça ne vous dérange pas, et là, vous serez les actes préparatoires, je vais vous demander de me laisser votre nom, sur une feuille de papier, votre prénom, imaginons que ce soit possible votre numéro de téléphone, et de me dire à quel moment je peux vous rappeler. Alors l'idéal dans une semaine, mais si vous avez besoin d'une dizaine de jours, ben, les gens, faire quelque chose pour son pays. Lorsqu'on est en guerre, les gens l'auraient fait. Évidemment, ils auraient été certainement fiers de le faire. Et là, ils avaient à rendre compte, puisqu'ils savaient qu'une semaine après, quelqu'un allait les appeler et que l'information qu'ils étaient susceptibles de donner était une information pertinente et utile. Vous sentez? Faire quelque chose pour mon pays, voilà l'identification de l'action. Je vais la préciser. Donc il ne suffit pas d'obtenir des actes préparatoires, encore faut-il que ceux qui les réalisent les identifient au niveau, idéalement, évidemment recherché, mais à un haut niveau, comme disent les chercheurs,
Parce que sinon, c'est difficile de se reconnaître dans ce qu'on a à faire. Alors, je voudrais maintenant illustrer la notion d'acte préparatoire avant d'illustrer la notion d'identification de l'action. Oh, peut-être avant quand même. Peut-être avant. N'allons pas trop vite. Je voudrais vous montrer que ces décisions si faciles à obtenir peuvent tout changer. L'observateur et l'acteur, c'est pas la même chose. Et en l'occurrence, le lâche en héros. Alors, venez avec moi. On se retrouve à New York, dans un restaurant. Quelqu'un mange. Sœur d'œuvre, il commence son repas. Et puis vient s'installer une table, pas très loin de la sienne, quelqu'un qui pose un cartable magnifique. Imaginez ce cartable, il est magnifique, de grande valeur. Et la personne au cartable s'approche de la personne qui mange ses hors d'œuvre, voilà. Et excusez-moi, vous auriez du feu, s'il vous plaît. Voilà, si à l'époque on fumait dans les lieux publics, une norme d'entraide étant ce qu'elles sont, évidemment, vous avez du feu, vous donnez du feu. Très bien. Merci. La cigarette allumée, ça c'est un acte préparatoire. Cigarette allumée, la personne au cartable se dirige au fond du restaurant, téléphone, toilette, et puis arrive quelqu'un qui voit ce cartable sans surveillance, le trouve à son goût. Ben, il faut dire qu'il est vraiment beau, et peut-on résister toujours à tant de beauté? En tout cas, lui, il ne résiste pas. Il prend le cartable, la porte n'est pas loin. Alors, pourquoi fait-on cela? Pour observer comment la personne qui a eu un contact avec la victime réagit. Évidemment, c'est une expérimentation, tout est parfaitement standardisé. Il y a un seul sujet dont le comportement intéresse les chercheurs, c'est évidemment la personne qui mange ses hors d'œuvre, qu'on appelle le sujet naïf. Les autres personnes sont des chercheurs. Celui qui pose son cartable et qui dit « excusez-moi, vous auriez du feu » est un chercheur. Celui qui vient prendre le cartable, évidemment, est un chercheur aussi. Dont leurs comportements vont pouvoir être parfaitement standardisés en fonction évidemment de l'objet de la recherche. Très bien. Oh là là, les résultats ne renvoient pas de ce que nous sommes une image tonique, hein, qui est rassurante. 10% seulement s'interposent pour empêcher le vol. Ça veut dire que 90% des gens font semblant de ne rien voir en mettant le nez dans leur assiette. Bon. Ça ne renvoie pas de ce que nous sommes, hein, une image très confortable. Hein. Mais elle est beaucoup trop confortable parce que là, il y a déjà un acte préparatoire. Imaginons une situation sans acte préparatoire. Nous l'avons fait. Un contrôle pur. Ben, c'est quelqu'un, regardez, qui mange sur quelqu'un d'autre, évidemment. Hein. L'expérimentateur au cartable s'installe. Une table, pas très loin de la sienne. Pose ce cartable magnifique. Se lève sans lui parler. Sans interaction. Va directement téléphoner. Le voleur arrive, ben c'est 0%. 0%. Question, comment amener les gens à faire ce qu'ils ont à faire? Ah oui, parce qu'il en va de la qualité de la vie sociale. Là, ce cartable, c'est beaucoup, peut-être, pour celui qui a les possesseurs. Comment amener les gens à faire ce qu'ils ont à faire? Pas ce que je souhaite les voir faire, ce qu'ils ont à faire. Oh, je suppose que vous voyez mes amis américains arriver avec leurs gros sabots, mais encore fallait-il le montrer. Troisième condition, la seule qui compte, les deux autres servant simplement de comparaison, permettant seulement des comparaisons. Et que la dernière qui nous intéresse vraiment. Voilà quelqu'un qui mange sur d'œuvre. L'expérimentateur au cartable arrive, attend le même nombre de minutes, se lève et s'approche de son voisin. Mais cette fois, au lieu de lui dire « Excusez-moi, vous auriez du feu, s'il vous plaît », il va dire « Excusez-moi, vous pourriez veiller à mes affaires, s'il vous plaît ». Les normes sociales d'entraide étant ce qu'elles sont, jamais quelqu'un dit « Non, mais vous prenez pour qui? Pourquoi lui que je vais les affaires ?» Vous entendez que c'est impossible? Oui. On obtient systématiquement un oui. Le oui obtenu, on se retire, arrive le voleur et on regarde comment les gens réagissent. Ben, vous doutez que c'est plus 0, que c'est plus 10, mais vous sentez intuitivement que ça ne peut pas être 50%, que ça ne peut pas être 95%, même 99% dans ce contexte-là, parce qu'il y a un verrouillage décisionnel qui est extrêmement fort. 100%, de façon systématique, 100%. À quoi ça tient? Tout le monde, personne? À rien. À rien. Pas à la personnalité, pas aux valeurs, puisque vous avez une distribution aléatoire dans différentes conditions. J'arrive en 1, je suis dans la première condition, en 2, en 3, et puis j'arrive en 4 dans la 1, j'arrive en 5 dans la 2, j'arrive en 6 dans la 3, et j'arrive ainsi de suite. C'est un arbitrage expérimental, ça tient à rien. Et vous comprenez pourquoi c'est à 99%? Parce que les gens sont là en train de manger leur hors d'œuvre. Donc lorsque la personne va revenir, la personne qui leur a demandé de veiller,
à leurs affaires. Elles seront là. Donc c'est impossible de dire oui, quelqu'un est venu, je vais laisser partir. Alors je vais vous dire comment vous aurez réagi, comment j'aurais réagi, puisque tout le monde réagit de cette façon-là. Eh bien, sachez que le voleur n'a pas le temps de toucher le cartable. Voilà. Dès que vous voyez quelqu'un s'approcher, non, non, monsieur, écoutez, je vous en prie, la table est prise, c'est quelqu'un d'ailleurs, je crois qu'il est allé téléphoner, ou je ne sais pas, il va demander de y être. Voilà. Vous êtes attentif au point de ne même pas permettre à quelqu'un de s'approcher de la table. Mais quelqu'un qui... Non, non, monsieur, la table est prise, c'est... Ça, c'est intéressant. Mais ce qui est passionnant, là, c'est plus qu'intéressant. C'est de voir comment les gens sortent du restaurant et lancent du de la gagner sur tout le tableau. Vous allez voir pourquoi. Et patience. Parce qu'on a touché du cognitif. Sachez qu'il n'y a aucun comportement qui n'a pas une traduction cognitive, qui n'affecte pas ce qui se passe dans notre tête. Il faut qu'on soit quelque peu engagé. Mais demandons à un chercheur de faire une prédiction quant au comportement qu'a pu avoir la personne qui sort. Voilà, on lui dit, écoute, il y a eu une tentative de vol, on a essayé de voler le cartable de son voisin. Il y a deux possibilités. Soit il s'est interposé, il a empêché le vol, soit il a fait comme s'il ne voyait rien. Il a mis le nez dans son assiette. Ben, tu peux me dire dans quelles conditions tu mets la personne qui sort, elle fait partie de ceux qui sont intervenus, ou de ceux qui ont mis le nez dans leur assiette et qui ont fait semblant de ne rien voir. On se trompe jamais. Je voudrais qu'on est content. Ah oui, parce qu'on a touché quelque chose de profond. Ça transpire, ça déborde. Ah oui, vous en avez qui sortent, ils traînent les pieds, on a le sentiment qu'ils ont des semelles de plomb. Ils se grattent quelquefois un peu l'oreille. Ah oui, la vie vient de leur montrer, ils regardent le bout de leurs chaussures, que lorsque, à 1,52 m, quelqu'un se faisait voler un cartable de grande valeur, ils n'intervenaient pas. On sent qu'ils sont tristes, qu'ils ne sont pas fiers d'eux. Ils ont le cœur à l'hiver. Et puis, il y en a qui sortent, le patonique, mais qui n'ont pas le cœur à l'hiver, qui ont le cœur au printemps. C'est pas pareil. Et le pas aussi léger que le vol de l'hirondelle qui vient de l'annoncer. Très joli, ça. Mais oui, pourquoi? Parce que la personne est heureuse, parce qu'elle se reconnaît dans ce qu'elle a fait, parce que comme la théorie de l'engagement le donne à attendre, elle établit un lien entre ce qu'elle a fait, alors que ce qu'elle a fait est le fruit des circonstances, et ce qu'elle est, sa personnalité, ses valeurs. C'est tant mieux de formidable. Il en faudra un peu plus avec toi. Ah, mais il y a plus. Ne croyez pas que la personne qui est arrivée et qui s'est trouvée dans la bonne condition parce qu'elle est arrivée dans le restaurant en 3, en 6, en 9, en 12. Et donc, elle s'est interposée pour empêcher un vol, le vol d'un cartable magnifique. Ne croyez pas qu'elle va garder pour elle ce qu'elle a vécu. Nous sommes des êtres sociaux, ou non? Bon. Elle va en parler, évidemment, aux gens qu'elle aime, ses amis, tiens, sa famille. Allez, à la fin du repas. En bon stratège, je vous conseille toujours la fin du repas. Ah oui, parce qu'au début, les ressources attentionnelles sont accaparées par des tas de choses. Mais là, le moment du café, c'est parfait. Alors, votre fils, lui, il a quitté le repas avant la fin. C'est normal, il a 7 ans. Ça va être facile de le mettre en mouvement, facile d'obtenir de sa part un acte préparatoire, facile de créer un effet d'attente. Fiston, viens écouter, viens, reviens avec nous, reviens à table. La dernière t'arrive à ton papa, viens. Voilà, il se déplace. Alors, question, comment mettre ma femme en mouvement? C'est une vraie question, ça. Hein? Comment mettre ma femme en mouvement? Ah oui, mais évidemment. L'enfant, c'était facile. Pas dire, reviens chérie, t'as fini de jouer avec ta toupie. Non, c'est pas possible. Bon. Comment mettre... Oh, et puis où vient cette idée assez lumineuse à la vérité? Chérie, c'est toujours pas mal de commencer une interaction comme ça. Hein? C'est les mots tendres, c'est important. Si on veut éviter que la gondole de l'amour ne se brise sur le récit du quotidien. Mais oui, bien sûr. Mais oui. Chérie, tu veux pas aller chercher le plan? Je voudrais te montrer où j'ai dîné hier soir.
Ben, dit comme ça, la probabilité qu'elle se déplace est quand même très élevée. Et vous allez créer de l'attente, bien entendu. Elle hésite. Alors là, vous réfléchissez et vous vient cette idée vraiment de clarté. Pendant ce temps, évidemment, mon amour, je débarrasse la table. Là, il n'y a plus de temps. Vous avez activé une norme de réciprocité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle revient, mais elle attend quelque chose. Votre fils attend. Ben, vous commencez pour en arriver à la fin, et à la fin, vous êtes intervenu, vous avez fait un vol, et vous avez dit au moins 3 fois avant que le cartable était magnifique. Que va dire votre femme? C'est là que ça devient intéressant. Parce que oui, ne me dites pas que vous choisissez votre femme par hasard. Vous aviez tort, je vous reprocherai. Ben, bien sûr que non. Vous avez choisi votre femme pourquoi? Mais on est entre nous, vous allez me le dire. Non, pas seulement, je suis d'accord, pas seulement, mais notamment pour sa sensibilité psychologique. Mais aussi un peu, et ça je ne vous reproche pas, non plus, pour l'excellence de ses lectures en psychologie sociale. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Ça ne m'étonne pas de toi. Vous allez voir l'importance que ça a. Et le fils, qui est le fils de sa maman, ça on ne va pas le discuter. Bon, et la maman, on sait maintenant que c'est une fille de psychologue, donc lui c'est un psychologue à lèvres. Ben, ça t'a passé bien toi. Ça te ressemble. Ça se sent que c'est toi. Ah, ça c'est vraiment toi, papa. Vous vous rappelez le téléphone? Voilà, comme quoi la communication, on peut le tenir pour la fille. Alors, je rembobine, on se retrouve au restaurant. Vous avez été capable d'obtenir de quelqu'un un comportement qu'il n'aurait pas réalisé spontanément. La preuve, dans la condition de contrôle, je vais le mettre en mode assiette. D'accord? Sinon, on n'a pas besoin d'agent de changement. Hein. On n'a pas besoin de pédagogue, on n'a pas besoin de manager, on n'a pas besoin de parents, on n'a pas besoin d'éducateurs. Vous avez donc été capable d'obtenir de quelqu'un un comportement qu'il n'aurait pas réalisé spontanément. C'est le prix de la socialisation. Mais ce comportement, puisque spontanément, il aurait mis le nez dans son assiette, mais ce comportement, et là est tout l'intérêt du modèle, mais ce comportement, vous l'avez obtenu dans des conditions telles que la personne en appelle à ce qu'elle est pour expliquer ce qu'elle a fait. Sa personnalité, ses valeurs, c'est pour ça qu'elle sort en se disant « Tout mon Dieu, t'es formidable ». Donc elle établit un lien, alors que ce qu'elle a fait, nous on le sait, est le fruit des circonstances. Et ce lien étant établi, d'ailleurs on n'a jamais rien trouvé de mieux que de le renforcer, et des formulations comme « ça ne m'étonne pas de toi »,« ça c'est bien toi, je te reconnais bien là », évidemment, permettent à la personne de se reconnaître encore davantage, puisque quelqu'un, elle a établi un lien, et quelqu'un qui la connaît, dont le propos a priori a valeur de vérité, lui dit « ça c'est bien toi, ça te ressemble ». Donc j'ai eu raison de tisser ce lien, puisque quelqu'un qui me connaît me reconnaît dans ce que j'ai fait. Vous voyez comment non seulement vous allez pouvoir enclencher une dynamique de changement, mais en quelque sorte en assurer la pérennité. Parce que si c'est moi, ben demain je suis encore moi. Alors, si on prend les recherches dans leur ensemble, on peut en tirer 2 principes. Ce sont pour moi 2 principes éducatifs, mais aussi de management, parce que la pédagogie et le management, c'est une affaire de contexte. Les processus psychologiques, psychosociaux sont les mêmes. Regardez. Allez, on va commencer par... Allez, naturalisation. Naturalisation, le comportement réalisé correspond à des attentes. Il se passe quelque chose derrière moi. Bon, 18 sur 20. Ben, qu'est-ce qu'il faudrait dire si on s'appuie sur l'état du savoir un peu globalement? Ben, il faudrait d'abord dire que c'est très bien. Il faudrait dire ensuite mettre de la chair, de l'émotion, ça me fait très plaisir. Mais là, on n'a pas naturalisé. On a fait le minimum du minimum. Or, qu'est-ce qui ressort des enquêtes réalisées en France à peu près? Pas seulement en France. Hein. Quand c'est mal, notamment dans le monde de l'entreprise, mais pas seulement dans le monde de l'entreprise, quand c'est mal, il y a toujours quelqu'un pour te le faire remarquer, mais quand c'est bien, 3 points de suspension, tu peux toujours attendre. Dans ce qui était dit tout à l'heure, c'est très important. Nous sommes des êtres sociaux et nous avons tous besoin de reconnaissance et de valorisation sociale. Bon, 2 sur 20. Là, vous n'allez pas naturaliser. Vous allez dénaturaliser. Mais d'abord, on est obligé de dire
parce que sinon, évidemment, la personne peut penser que c'est excellent, c'est mauvais. Ensuite, il faut dire, je suis mécontent. Hein, je suis très mécontent même de... Et là, parce qu'on se grandit jamais à rabaisser, il faut toujours permettre à l'homme de sauver la face, on va utiliser le principe de dénaturalisation, on va couper le lien cette fois. Alors tout à l'heure, on renforçait le lien entre la personne et ses actes, cette fois on va le couper. T'es où? Hé, je parle pas de toi, je parle de ça. Parce que ça c'est de toi. Ça te ressemble pas, ne me dis pas que c'est toi. Là, vous avez une probabilité extrêmement forte que Théo ne dise pas « Si, monsieur, c'est moi, je suis Guitare. » Ça ne nous est jamais arrivé. Hein. Ah, t'es d'accord, c'est pas toi, alors regarde-moi. Et là, on va placer un contrat. Regarde-moi, parce que c'est pas toi, moi je te connais. Hein, ça te ressemble. Regarde-moi. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que jamais plus ça se produise? Par exemple, qu'est-ce que tu pourrais faire ce week-end pour que la prochaine fois ta copie soit bonne? Comment tu vois les choses? Tu veux faire des propositions? Tu veux qu'on en parle? Que moi je t'en fasse? C'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Bon. Ce qui est fait est fait. Le passé c'est le passé. Pareil, pour un collaborateur, il a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire. Ben, vous allez lui dire, c'est très mauvais. Évidemment, s'il pense que c'est bon, c'est dramatique. Je suis très mécontent. Mais ensuite, hé, monsieur Untel, attendez, je parle pas de vous, je parle de ça. Parce que ça, c'est pas vous. Ça ne vous ressemble pas. Il va respirer, vous allez lui dire, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que jamais plus ça se produise? Non, pas maintenant, je ne dis pas que c'est simple. Laissez-le réfléchir, il va venir 24 heures après, vous lui donnez rendez-vous. Il va vous dire ce à quoi il a pensé. C'est d'ailleurs formidable. Si tu mets ça en place, c'est sûr que ça peut plus se reproduire. C'est une superbe idée. Ben oui, c'est pas difficile. Le passé, c'est le passé. Ce qui compte, c'est aujourd'hui et surtout ce qu'on va faire d'aujourd'hui pour demain. Alors, quand même, j'ai envie, rapidement, de vous donner 2 anecdotes avant d'en arriver aux actes préparatoires. Pour vous montrer que ces principes, on les utilise quelquefois l'un pour l'autre, avec des effets délétères. Alors je pense à cette maman, rapidement. À une époque, je m'intéressais à ce que disaient les enseignants de leurs élèves. Bon, on est vraiment déçus, hein, j'ai une formulation en tête, je la garderai longtemps. Un prof de français qui parlait de l'élève en disant « on a au-dessus de la moyenne » sur un bulletin de classe. Hein. On a au-dessus de la moyenne que ça paraisse. Vous avez réfléchi. Hein. Donc je m'intéressais à ça à cette époque. Mais lire c'est bien, mais entendre les gens s'exprimer c'est encore mieux. Et j'avais pris l'habitude d'aller à la sortie des écoles pour écouter ce que disaient les parents de leurs élèves, de leurs enfants. Et voilà une maman qui parle à une autre maman de son fils. Alors sa sœur, parle à sa sœur, pardon, de son fils. Et elle n'avait pas vu, sa sœur n'avait plus vu le gamin depuis longtemps. Et elle lui parle avec amour, il est gentil, il est adorable, c'est une bonne patte, mais elle avait feignant dans la bouche. Et lorsque le gamin arrive, vous savez, cette boule d'amour, la montée sur ressort, lui saute dans les bras, elle le prend, elle dit « Pas vrai que t'es la petite feignasse de ta maman? Viens ma petite feignasse, tu savais comme elle t'aime ta maman, petite feignasse. » Voilà, là vous avez l'exemple, le gamin ne va pas questionner la valeur de vérité de ce que dit sa maman. Hein. L'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et vous savez, parce qu'il faut quand même faire des citations de haut niveau ici. Je crois. Vous savez ce que disait Jean-Yann, ce remarquable acteur, mais également cet humoriste qui sait en quelques mots aller à l'essentiel. Il dit c'est formidable d'être traité de feignant parce qu'après on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Hein, ça fait réfléchir. Et combien de fois vous avez entendu, je vais charger les hommes, et j'ai entendu des mamans dire exactement la même chose. Le petit garçon qui vient de frapper sa sœur cadette. Méchant! Tu crois que je t'ai pas vu, méchant? C'est pas un classique, ça? Voilà, vous savez maintenant que cette personne-là fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire sur la base de l'état du savoir. C'est tellement facile. Mais qu'est-ce que tu fais, fiston? Toi, t'es gentil comme tout. Bah, te connais. T'es un gamin formidable, t'es adorable. Non, mais c'est pas toi, ça. Ouais, pour couper le lien, et ensuite seulement comprendre. Regarde-moi, parce que ça, je peux pas l'accepter. Hein. Regarde-moi. Promets-moi de ne jamais plus, non, frapper ta sœur. Mais si vous lui dites méchant, je lui demandé de promettre, vous lui demandez de promettre un acte contre nature. On sait que ça ne marche pas. Là, je m'appuie sur des tonnes de littérature pour dire que c'est pas si marche mieux. Hein. Bon, alors les actes préparatoires. Regardez cette découverte, formidable. Nous sommes dans les années 60. Les collègues américains souhaitaient que les gens mettent dans leur jardin un grand panneau. Un exemple classique qui est cité dans tous les cours d'initiation à la psychologie sociale. Mais autant commencer par le livre. Mais si je vous demande directement de mettre
panneau dans votre jardin, 1 mètre sur 2, ralentir prudence, la probabilité, même si c'est bien argumenté, vous me disiez oui est faible, en l'occurrence 16%. Alors question, comment amener les gens à faire ce qu'on souhaite les voir faire, en l'occurrence à mettre ce panneau? Si je prends toute la littérature, et si je m'appuie sur une méta-analyse, je peux vous donner en quelques mots la recette. Le comportement attendu moins le coût. Et idéalement, l'acte préparatoire est si peu coûteux qu'il est accepté par 100% des gens qui sont sollicités. Le comportement attendu moins le coût. Alors regardez le panneau, je le réduis dans ce sens. Pourquoi pas? Je le réduis dans l'autre sens. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il me reste? Un bout de panneau, un autocollant. Ben, je ne demande pas aux gens de mettre le panneau, je leur demande de l'autocollant. Bon, petite pancarte. Quelques centimètres carrés. Pour la même cause. La sécurité de la résidence, le respect des limitations de vitesse, ben les gens le font, personne n'a refusé. Voilà mon acte préparatoire. Un petit pas dans la bonne direction. J'ai fait une action en faveur de la promotion de la sécurité routière, parce qu'il y a des fous, des chauffards et qu'il y a des enfants qui s'amusent. Dans cette recherche, c'est plusieurs semaines plus tard. Quelqu'un arrive et demande aux gens de mettre le panneau. Évidemment, c'est toujours en double aveugle. Hein. Quelquefois, il s'adresse à des gens qui n'ont reçu la visite de personne. Je vous ai déjà donné les résultats. Et donc des gens qui n'ont pas réalisé d'acte préparatoire. 16% lui disent oui. Évidemment, ce n'est pas pour la vie, hein. Il rajoute à chaque fois, évidemment, pas pour toute la vie. Mais vous savez que la pause et la dépose, il faut qu'on puisse le laisser une quinzaine de jours. En gros, c'est ça. Si les gens n'ont pas été sollicités préalablement, 16% lui disent oui. 7, si vous aimez les décimales, quelque chose, 16,7, mais peu importe. Maintenant, lorsqu'il s'adresse sans le savoir, il ne peut pas le savoir, sans le savoir à quelqu'un qui préalablement a réalisé un acte préparatoire, en l'occurrence qui a mis l'autocollant, 76%, 16, 76, plus de 4 fois plus, ça tient à quoi? Rien. Rien. Pas la personnalité des gens, pas leur rapport au code de la route, pas leur amour des enfants qui s'amusent dans les rues, pas leur haine des chauffards qui roulent trop vite. Rien, tout ça. Au fait d'avoir été amené par les circonstances, 15 jours avant, à mettre un autocollant et donc à faire un petit pas dans la bonne direction. Mais ce qu'ont montré les recherches, c'est que ces actes préparatoires peuvent déboucher sur les comportements recherchés sans même qu'on les demande. Et ça, c'est le rêve. Parce que les gens me disent « Attends, mais tu me l'as déjà dit. » Ben oui, je te l'ai dit parce que les gens ont horreur qu'on répète, qu'on répète et qu'on répète. Hein. Dans l'idéal de créer un contexte qui fait que le comportement est évident, sans qu'on ait besoin de le solliciter. Alors c'est par exemple le cas, et là je vais vous amener à Aix-en-Provence, une recherche que j'aime beaucoup, que j'ai réalisée il y a quelques années, et qui concerne le billet perdu. Bon, évidemment, hein, si quelqu'un perd un billet, il n'est pas obligé de vous dire devant vous, hein, vous auriez la gentillesse, s'il vous plaît, de me faire savoir que j'ai perdu de l'argent. Mais c'est exactement ce qu'il vous dit, et sans les mots. On appelle le paradigme de la demande implicite, mais peu importe. Alors ça m'a fait mal de constater qu'à Aix-en-Provence, il n'y a que 20% des gens qui spontanément avertissent un inconnu de la perte du billet. Alors voilà le contexte, hein, c'est lorsque quelqu'un prend une ruelle, un sujet donc naïf dont on veut étudier le comportement, il y a un chercheur qui va vers cette personne-là, alors c'est parfaitement standardisé, sort un téléphone portable et perd un billet de banque, 10 €. Voilà. Et alors comment les gens réagissent, eh bien vous avez 20%. Monsieur, vous avez perdu, mais 100 moins 20, c'est autre chose. Les gens s'arrêtent après avoir ralenti. Souvent mettent le pied sur le billet. On n'est jamais trop prudent. Attendent un peu, souvent consultent leur téléphone. Et ensuite, soudainement, regardent devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, si quelqu'un était, on ne sait jamais, balcon. En d'autres termes, ils s'assurent qu'ils ne sont pas vus, et ensuite descendent avec un geste assez élégant en direction de la chaussure, ont une activité autour et à propos du bas du pied, le lacet, le pli de la jupe, ok. En tout cas, ils se relèvent sans oublier le billet. Pour 20%, j'ai des fous de rage, dans ma vie à moi. Comment... Oh. Eh oui, la question se pose, comment amener les gens à faire librement ce qu'ils ont à faire? Il en va de la qualité de la vie sociale, ce billet, si c'était le repas des enfants pour celui qui le perd. Donc, parce que je veux qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Facile.
Regardez, l'acte préparatoire, c'est le comportement attendu moins le coût. Donc c'est facile, qu'est-ce que je veux? Ben, je veux qu'une personne rende service à un autre. Ah, plus précisément, je veux qu'une personne rende service à un inconnu. Je suis dans une ville, rendre service à un inconnu. Je le demande, je l'obtiens. Ben, j'ai pensé, évidemment, hein, comme n'importe qui aurait pensé à un renseignement. Alors, il y avait un Anglais qui travaillait à ce moment-là avec nous, dans le labo, qui a joué le rôle de compère. Et c'est lui qui devait dire sorry, le cours Mirabeau. Évidemment, on avait une petite décision, on avait mis les gens qui couraient, parce que les gens auraient pu ne pas avoir le temps de rendre le service, ne pas avoir le billet ensuite. On a éliminé les gens, évidemment, qui étaient accompagnés, parce que leur comportement aurait pu être biaisé en fonction de l'image qu'ils souhaitaient renvoyer à autrui. Bien sûr, on a de petites décisions. Hein. Voilà. Alors voilà donc une deuxième personne qui prend la ruelle, elle est seule. D'accord, elle ne court pas, vas-y. Sans lui, le cours Mirabeau. Il obtient des normes sociales d'entraide, évidemment, qui font qu'on a éliminé les gens qui couraient, tout le monde lui explique le cours Mirabeau. Très bien, dit merci. Mais expliquons le cours Mirabeau, dans la mesure où il n'a pas de raison externe de le faire. Parce que l'anglais n'a pas dit, si vous m'expliquez, je vous donne ma montre. Ça ira. Il n'a pas dit non plus, si vous ne m'expliquez pas, je vous donne 2 gifles. Ben non. Nous sommes libres. Si je l'ai fait, c'est que je suis chouette, je suis serviable. Et voilà qu'une petite lampe s'allume dans la tête. L'activation d'une cognition, comme mon Dieu, c'est serviable. Ah oui, sinon pourquoi il l'aurait fait? Pas de promesse de récompense, pas de menace de punition. Il a cette lampe qui s'est allumée. L'anglais est parti dans les directions indiquées, ben lui, il continue la ruelle, et puis arrive l'expérimentateur qui sort le téléphone et qui perd le billet. 40%. 20-40% déjà. Vous avez doublé la probabilité de voir les gens faire ce qu'ils ont à faire, encore une fois, pas ce que vous souhaitez qu'ils fassent. Et c'est tellement facile de faire mieux. Augmentons le coût de l'acte préparatoire. D'ailleurs, cette recherche est réalisée au départ pour montrer qu'en augmentant le coût de l'acte, on va augmenter les effets cognitifs et comportementaux, comme la théorie de l'engagement le donne à entendre. Regardez, troisième personne qui prend la ruelle, parce qu'elle en a perdu, parce qu'elle ne prenait pas la ruelle, parce qu'elles étaient accompagnées, etc. Mais voilà une troisième personne qui prend la ruelle, qui correspond à nos critères. L'anglais, le cours Mirabeau. La personne explique. Et là, il doit dire par consigne, excusez-moi, sorry, je ne comprends pas bien le français, pour y répéter, please. Ben, tout le monde répète. Vous sentez que tout le monde répète. Très bien. Mais en répétant, hein, la vie me montre que je suis quand même chouette, serviable. Et la lampe de briller un peu plus. L'anglais est parti dans la direction indiquée, la personne prend la ruelle, arrive en face, ben, le deuxième expérimentateur qui perd le billet, c'est plus 20, c'est plus 40, 55. On peut faire mieux. Mais oui, il suffit d'augmenter encore le coût. Alors cette fois, quatrième personne qui prend la ruelle, l'anglais, le cours Mirabeau, il se fait expliquer, et là, il doit dire par consigne, non plus, je ne comprends pas bien le français, vous pourriez répéter, mais je ne comprends pas le français, est-ce que vous pourriez m'accompagner? Et il y a en gros 30 mètres à faire. Mais jamais quelqu'un dit, attendez, vous prenez pour qui? Apprenez le français avant de venir en France. Vous sentez que c'est impossible. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir expliqué une première fois a un statut d'acte préparatoire qui vous prédispose, lorsque vous ne courez pas, donc lorsque vous n'êtes pas pressé, à continuer dans la même correction. Évidemment. Qu'est-ce que c'est que de faire 30 mètres pour mettre dans la bonne direction un anglais? Sympa comme tout, par rien. Allez, venez avec moi. Vous avez raison, venez. Voilà, on se déplace, mais je vais 30 mètres dans un sens, je dois faire 30 mètres dans l'autre sens. Mais là, la lampe, elle brille davantage. Dans mon Dieu, t'es chouette. Mais est-ce que ça va? Vous voyez quelqu'un qui perd un billet? Je suis chouette, j'ai ça dans la tête, c'est ces conditions qui sont activées. Toi, mon Dieu, t'es quelqu'un de serviable. Et prendre le billet, ça va pas? 70%. 20, 40, 50, 60. Mais il suffit d'allumer le feu, en fait. Parce que là, pour l'instant, c'est la personne qui s'auto-allume, si je... Eh oui, c'est elle qui allume. La cognition adéquate. Mais pourquoi on n'allumerait pas nous? Ça, c'est le rôle de l'agent de changement, ça aussi, d'allumer les feux. Mais regardez, hein. Ah, regardez comme c'est facile. Allez, cinquième personne, elle prend la ruelle, l'anglais, le cours Mirabeau, je comprends, est-ce que vous pourriez m'accompagner? La personne l'accompagne. Mais là, au lieu de simplement dire merci, elle regarde la personne et lui dit, j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un de sérieux. Les gens exactement font comme vous, ils sourient. Jamais quelqu'un dit, non, je suis une ordure. Non, mais c'est extrêmement important. Ça veut dire que cette cognition que vous instillez, la personne l'assume. Non, mais c'est extrêmement important.
dans cette fois j'ai dans mon univers cognitif, mais c'est particulièrement saillant, toi, mon vieux, t'es serviable. Mais il y a quelqu'un qui perd un billet de banque, 90%. Vous voyez, l'extraordinaire importance des actes préparatoires. Alors, identification d'action. C'est combien de temps que je puisse me situer dans la fuite du temps. Il nous reste un quart d'heure, ouais, un quart d'heure. Avant les questions. Parfait. Voilà. Je vais vous raconter un échec, mais qui a été déterminant dans ma carrière. On revient à l'ADSIDA. Une hécatombe. Une douzaine d'années, on a découvert l'agent infectieux, mais pas encore les premiers traitements efficaces, des thérapies. Je suis infecté, je meurs. Bon. Et un professeur de médecine, Gott, avait pris la décision, dans la mesure effectivement où il n'y avait pas de médicaments, pas de vaccins, pour la première fois d'organiser des conférences dites de consensus, qui réunissaient pas uniquement des médecins, mais également des représentants de différents champs disciplinaires. Il y avait des sociologues, des historiens, des philosophes, des psychologues sociaux, et je faisais partie des gens qui représentaient la discipline. Bon, ça ne va pas vous étonner maintenant, compte tenu de ce que je viens de dire, mais chaque fois qu'on comparait, alors le but c'était, évidemment, la prévention du sida, comment amener des jeunes à mettre des préservatifs, d'accord? Et moi je travaillais dans les lycées. Et on comparait, parce qu'il n'y avait pas évidemment de moyens de s'en prémunir, enfin en tout cas de moyens efficaces d'enrayer la pandémie. Le seul moyen, c'était effectivement d'utiliser un préservatif. On comparait l'efficacité de différentes stratégies, et notamment de ce que nous faisions à ce que faisaient les médecins dans les lycées. Et de façon systématique, on était efficace là où les médecins ne l'étaient pas. Pour une raison simple, ils faisaient de l'information et de la persuasion. Le lien n'est pas dit. Alors que moi, je tenais des actes préparatoires. Alors j'étais content parce que j'étais en train de montrer l'utilité d'une science molle. À cette époque-là, la psychologie sociale était beaucoup moins connue qu'elle ne l'est maintenant, jusqu'à cet échec. Alors j'ai pas aimé du tout. Rien. Pas fait moins bien, mais aussi mal, on va dire. Je me rends sur place. Alors, je vous dis quand même le contexte. On avait organisé un concours de cinéma. Pourquoi? Parce que faire un film pour promouvoir l'utilisation du préservatif peut être un excellent acte préparatoire. Vous avez tous les ingrédients de l'engagement. Pour aller très vite, vous avez de la répétition de l'acte, là on vient tous les mercredis, vous avez un caractère public, mes parents savent, mes amis savent que je fais un film, mon nom sera au générique, les conséquences de l'acte. Les conséquences de l'acte, très important. Moi qui étais dans ces conférences de consensus, c'était la vie ou la mort. Le contexte de liberté, on ne peut pas obliger des élèves à faire un film. Bon, bref, on avait choisi pour ça. On avait fait tous les ingrédients pour que ce soit un excellent acte préparatoire. Et pourtant, rien. Et donc j'allais dans les lycées pour demander aux gens, effectivement, aux enseignants, de bien vouloir faire quelque chose dans le cadre de la lutte contre le sida, et notamment participer à ce concours de cinéma. Et un jour, un prof de maths extrêmement fort en cinéma me dit « Moi, je vous fais un film, pas de problème, ça m'intéresse. » Et il était effectivement très très fort en cinéma. Avec les premières et les terminales, je vous fais un film pour promouvoir l'utilisation du préservatif. Et pour la petite histoire, c'est lui, avec son équipe, qui a obtenu le premier prix. C'est dire la qualité du film. Hein. Et pourtant, rien. Strictement rien. Alors je lui demande un rendez-vous et je lui demande ensuite de convoquer l'ensemble de l'équipe de tournage pour que je puisse parler avec eux. J'échange d'abord avec lui, je ressors avec un malaise. J'arrive pas à mettre de mots sur ce malaise, mais il me parle de tout sauf de sida, mais j'arrive pas à mettre vraiment de mots. Bon. Et ensuite je vois l'équipe de tournage et là ça fait timide. On me parlait de mise en bouche d'un texte, d'éclairage, de la façon d'occuper un espace scénique. J'apprenais que certains prenaient des cours de diction, qu'ils avaient demandé l'abonnement des revues de cinéma au centre de documentation. Il y avait un ciné-club dont la fréquentation avait décuplé. Je me suis dit, mais attends, tu as absolument tous les effets de l'engagement que prédit la théorie de l'engagement, mais pas que tu les attendais. En d'autres termes, ils avaient fait aimer en quelque sorte le cinéma. Qu'est-ce que tu fais? Voilà la question qu'on me pose. Je sors d'une conférence de consensus. Mais je ne peux pas enrayer la pandémie du sida. J'ai 17 ans. Qu'est-ce que tu fais? J'ai bossé tout un mercredi avec ce prof de cinéma. Qu'est-ce que... Mais je fais du cinéma. Vous sentez? En d'autres termes, et là pour moi c'est déterminant dans ma carrière, de comprendre qu'on va chercher le niveau d'identification de l'action qui fait sens dans mon groupe d'appartenance et qui est valorisé dans mon groupe d'appartenance.
Et là, je me suis trompé totalement. Alors, j'avais fait une proposition théorique, on est engagé à un niveau d'identification de l'action donnée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'obtenir un acte préparatoire, mais il faut encore faut-il que cet acte préparatoire soit identifié au bon niveau. C'est pas pareil de passer un mercredi avec un prof en se disant « je me bats pour enrayer la pandémie du sida parce qu'on va faire un bon film qui va inciter les gens de mon âge à utiliser des préservatifs » et je fais du cinéma. Alors regardez, si on prend la théorie dont j'ai rapproché en gros de champs théoriques et d'édition, celui de l'engagement et celui de l'identification d'action. Alors regardez, qu'est-ce qui ressort des travaux de Wegner et Valacher, qui sont les pères de l'identification d'action? Ça peut se dire en 3 cas minutes. D'ailleurs, je vous invite à faire cette expérience-là à la prochaine opportunité. Vous rentrez dans une pièce chez vous et quelqu'un casse l'œuf sur un bol. Ça va arriver. Dites-lui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il ne vous dira pas. Ou alors, interrogez-vous sur le management familial. Et interrogez-vous même sérieusement. Mais j'ai déjà entendu quelqu'un dire dans une entreprise, en réponse à qu'est-ce que tu fais, je vais aller à l'atelier, qui correspond à je casse l'œuf sur un bol. Il ne va pas vous dire non plus je fais une omelette, alors que la personne fait une omelette. Elle va vous dire, tu vois pas, il est midi 20, je prépare le repas. Voilà, là vous avez 3 niveaux d'identification qui sont là. Regardons l'intérêt de ces 3 niveaux. Si je suis tout en bas, le périmètre comportemental, ce que montrent toutes les recherches, est extrêmement réduit. Parce qu'une fois que j'ai cassé l'œuf sur le bol, au mieux je dis, et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai cassé l'œuf sur le bol. Ou alors j'ai fait l'omelette, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça c'est au mieux, sinon j'arrête. Tu fais rien? Ben non, j'avais fini. Prépare une salade, écoute, ça va bien, tu es d'accord, la salade et l'omelette. Ah d'accord, je fais la salade. Mais si la personne a identifié son action comme je prépare le repas, elle fait l'omelette, elle fait la salade, mais vous la voyez pas en train de mettre à la table là? Moi je la vois, les assiettes, les verres, parce que tout ça relève évidemment du même cours d'action. Ça c'est le premier intérêt. Le périmètre comportemental concerné. Deuxième intérêt, plus vous allez tirer vers le haut, plus vous allez avoir de chances de rencontrer des valeurs dans lesquelles les gens vont pouvoir se reconnaître. C'est très important, les valeurs. Il n'y a pas d'engagement sans valeur. En tout cas, d'engagement durable. Et ce que montrent mes collègues américains, mais avec beaucoup de force, comme ils le disent, plus le niveau est élevé, plus son potentiel, disent-ils, pour la définition du soi, on est encore à notre niveau, est grand. Plus son potentiel pour la définition du soi est grand. Ça veut dire que plus c'est élevé, plus je vais pouvoir me reconnaître dans ce que je fais. Et si on veut des effets pérennes, il faut que les gens soient fiers et puissent se reconnaître dans ce qu'ils font. Alors regardez, je fais le parallèle avec une image qu'on a tous en mémoire. La pierre que je porte, le mur que j'édifie et la cathédrale que j'ai bâtie. Je prends que la pierre et la cathédrale. La pierre, c'est le café sur un bol. La cathédrale, ce sera je prépare le repas. Le mur, ce serait je prépare la nette. Le papa est allé chercher son fils à l'école. Il a demandé à son fils comment s'est passée ta journée. Le gamin a raconté. Et puis le gamin, la réciprocité étant ce qu'elle est, et toi, papa, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Répondez-moi, est-ce que c'est le même père? Est-ce qu'il se transmet les mêmes valeurs à son fils? S'il répond, ne m'en parle pas, j'ai porté des pierres toute la journée. C'est ce qu'il a fait, hein? Ou s'il répond, qu'est-ce que j'ai fait? Écoute, mon fils, écoute. Et pour des siècles et des siècles. Papa, il bâtit une cathédrale. Comment je peux te dire, mais comment ça va être beau, que ça va être haut? Des flèches, tu sais, c'est des flèches, mon fils appartient à plus. Eh bien, écoute, regarde, des flèches à toucher les étoiles. C'est pas le même homme. Le réveil sonne. C'est plus facile pour l'un que pour l'autre. Pourtant, il a porté des pierres. Pour revenir au champ de l'environnement, moi, ma femme fait autre chose, hein, mais je m'occupe du tri sélectif. Du tri. Si on est à un bas niveau d'identification d'action, est-ce que c'est pas, à proprement parler, insupportable? Qu'est-ce que tu fais? Je mets un truc dans un autre truc. Mais pour moi, c'est pas du tout coûteux. Parce que je pense à l'environnement, je pense à mes enfants, et je pense aux enfants de mes enfants.
Il suffit, là, s'il y a quelqu'un, je lui dis d'eau, ça ne c'est pas du tout coûteux. Ça, c'est extrêmement important. Pendant quelqu'un qui travaille pour les plus démunis, par exemple. Allez, restaurant du cœur. Il est dans une pièce, il est en train de mettre dans un sac plastique des boîtes de conserve. Vous vous rapprochez? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Il est bénévole, hein? Il est bénévole. Donc il n'a pas de raison externe de faire ce qu'il fait. D'accord, il est bénévole. Est-ce que vous l'imaginez en train de vous dire, ben tu vois pas, je mets des boîtes de sardines et des boîtes de petits pois, monsieur, dans un sac plastique. Vous sentez que c'est impossible. On ne peut pas être à ce niveau d'identification. Ce serait insupportable. Il ne va pas dire ça, il va dire, qu'est-ce que j'avais fait? On habite où? En France? Pays riche. On n'a pas le droit d'avoir faim dans mon pays. T'as entendu parler de Coluche? Eh bien, moi, monsieur, je continue d'avoir de Coluche. Et on sent qu'elle existe. Et on sent qu'il y a une valeur. Et on sent que son cœur bat. Et on la voit faire des tas d'autres choses. Et que c'est pas coûteux, évidemment. Donc, il y a une vraie responsabilité à tirer le niveau d'identification de l'action vers le haut. Mais attention, qui fasse sens pour moi et pour mon groupe d'appartenance. Pas seulement pour... c'est différent sur une conférence de consensus et ce qui se passe dans un lycée. Alors, je n'ai pas les slides, mais c'est pas grave. Je voulais simplement conclure en revenant sur quelques points essentiels. Avant, je suis dans les temps, là. Parfait. Bon. Grâce à vous, hein. Je n'ai qu'à vous regarder pour être mis dans le droit chemin. Alors, non, c'est pas du tout ça. Non, ça, je... Voilà. Alors, s'il fallait retenir quelques points, j'ai formulé quelques propositions. Il ne suffit pas d'imposer pour obtenir. Il faut qu'on le partage. Oui, l'autorité est indispensable, les règles, les codes, les procédures, mais ce n'est pas suffisant. Alors, rappelez-vous, l'ombre du bâton disparue, tout redevient comme avant, on ne touche rien de profond. Les gens disposent d'une raison externe de faire ce qu'ils ont à faire, et donc ils n'en appellent pas à ce qu'ils sont. Deuxième idée. On l'a vu avec l'expérience de prévention du tabagisme. Mais j'aurais pu m'appuyer sur une méta-analyse. J'en ai une en tête qui porte sur 1288 comparaisons. Les conclusions sont strictement identiques. Oui, lorsque c'est bien fait, sinon je n'en parle pas, l'information, l'argumentation sont remarquablement efficaces pour peser sur ce que les gens pensent ou savent, leurs attitudes. Mais pas pour modifier leur comportement. Encore une fois, on sait au moins depuis Lewin que le lien n'est pas direct et que toute la noblesse de la pédagogie ou du management est précisément de favoriser le passage des idées aux actes. Encore une fois, la question n'est pas tant comment promouvoir les bonnes idées, que ces bonnes idées étant promues, comment aider les gens à passer des bonnes idées qui sont les leurs au bon comportement qu'ils n'ont pas encore. Et pour cela, évidemment, c'est pas pareil d'être récepteur ou d'être acteur décideur. Ne jamais rater une opportunité, ça ne veut pas dire que c'est toujours possible, mais qu'il y a des opportunités. Ne jamais rater une opportunité de doter d'un statut de décideur les personnes dont on recherche le concours. Hein, c'est le cœur de la démarche. Rendre les gens acteurs décideurs. Et bien sûr, je n'ai pas la naïveté de croire qu'il suffit toujours de demander pour obtenir. Certaines décisions sont plus difficiles à obtenir que d'autres. Pensez aux panneaux. Pas demander directement aux gens de mettre le panneau. À une époque, je voulais que des gens s'arrêtent de fumer pendant 24 heures. Ben, lorsque je demande aux gens de s'arrêter pendant une fume de 24 heures, 4% le font. Il fallait venir ensuite un quart d'heure au laboratoire avant et un quart d'heure après pour que je puisse soi-disant étudier les effets de la privation de tabac sur la concentration en comparant deux tests. C'est pas la bonne façon de s'y prendre, mais les 24 heures, je les réduis. 2 heures. 15 plus 15, 30 minutes, je les réduis, 3 minutes. Et j'allais voir les gens à 8h, à 8h30, à 9h, à 9h30, à 10h. J'ai besoin de vous, non, je travaille sur la concentration des fumeurs. Est-ce que vous accepteriez de faire un petit test? Ça prend 3 minutes, le papier-crayon. Mais il y a juste un inconvénient, il ne faut pas fumer 2 heures avant. Est-ce que vous seriez d'accord? Qu'est-ce que c'est pour un étudiant que de consacrer 3 minutes pour aider un chercheur à produire du savoir? On dit oui. Merci beaucoup. Voilà mon acte préparatoire. Et étant obtenu, lorsque la personne a fait ce test papier-crayon, je lui parle exactement dans les mêmes termes
de cette recherche qui nécessite cette fois de se priver de tabac durant 24 heures, en venant au laboratoire un quart d'heure avant et un quart d'heure après. 44%, 4%, 44%. Donc, préparer aujourd'hui les décisions, les comportements, évidemment les engagements dont j'ai besoin demain, et on n'a jamais rien trouvé de mieux que les actes préparatoires. Mettre les gens en mouvement. La sagesse populaire dit quelquefois il n'y a que le premier pas qui compte. Voilà, c'est cette... Allez, on se met en mouvement. Et dernière idée, de mon point de vue à retenir, qui concerne le sens, promouvoir des identifications de l'action élevées, mais qui fassent sens pour moi et pour les autres, mon groupe d'appartenance. Et là, vous pensez à mon échec dans le cadre de la lutte contre le sida. Si on met tout ça ensemble, on en arrive à la communication engageante. Et là, ce sera la conclusion de ma conclusion. Vous voyez, au départ, j'ai fait figurer le schéma de la Swell, traditionnel, si je voulais être complètement complet, c'est qui dit quoi à qui par quel canal, mais bon. Ok. J'ai rien enlevé, j'ai simplement complexifié un peu le modèle. Qui dit quoi à qui par quel canal, bien sûr, mais en lui faisant faire quoi? C'est-à-dire en obtenant de leur part quel acte préparatoire, en lui faisant faire quoi? Et bien sûr, à quel niveau d'identification de l'action. En d'autres termes, si vous ne recherchez que des effets persuasifs, des modifications dans la sphère idéale, le premier schéma est suffisant. Mais si vous recherchez par-delà ces modifications idéales des modifications comportementales, alors vous êtes obligé de rendre les gens clairs. Et j'ai trouvé une citation que je trouve absolument remarquable. Après Jean-Yann, René Char, cet immense résistant, mais également cet immense poète, qui a su résumer en quelques mots ce que j'ai souhaité partager aujourd'hui avec vous. Il y a tout. Il y a absolument tout dans ces quelques mots. On ne se bat bien, ça c'est ce que vous souhaitez obtenir dans d'autres trucs. Que les gens se battent. Comment ça va aujourd'hui, comme un lundi? Il y a un sacré problème, hein? Comment ça? Comme un lundi? Ça fait peur. Oui. On ne se bat bien que pour les causes. Ah, ça c'est l'identification d'action. Mais qu'on modèle soi-même, ça c'est le plus important. Qu'on modèle soi-même. Là, on a besoin des actes préparatoires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Robert Vincent, ça se sent que c'est vous. Hein, je vous reconnais bien là. Et me poser cette question, ça se sent que c'est toi. Mais comme il est très difficile de reprendre la parole après un tel exposé, je vais vite me débarrasser du micro pour le céder à quelqu'un qui va lancer la salve des questions qui ne vont pas manquer. J'en doute, en tout cas, merci pour la richesse et surtout la bonne humeur de cet exposé. Vous l'avez compris, c'est aussi tout le sens de cette manifestation, qui est d'être bien évidemment sérieux sans se prendre au sérieux. Et vous avez parfaitement répondu à cet exercice aujourd'hui, je vous en remercie. Alors, nous allons forcément avoir des questions dans la salle, mais la première vous revient. Bon, ma proposition, c'est de passer, si la première est difficile, directement à la seconde. Pourquoi pas? Elle est plus facile, la seconde. Alors, vous avez... La seconde, donc. Alors, je vais poser la seconde, je vais vérifier. Non, mais d'abord, je tiens à vous remercier pour cette présentation vraiment inspirante et enthousiasmante. Alors, je suis donc Stéphane Bernard, je suis enseignant en marketing à TVS, et donc j'ai pas tellement les mêmes manières de regarder les choses, peut-être. Alors, pour ça, ma question est peut-être un peu naïve ou confuse, parce que alors je trouve que c'est toujours difficile en marketing, pour rejoindre un peu les sujets qu'on a discutés avant, de concilier peut-être manipulation et volonté de faire quelque chose d'éthique. Et aussi, alors, on a beaucoup de questions en marketing sur
sur la transmission d'éléments liés au développement durable, etc. Et on constate qu'il y a beaucoup de résistance maintenant au développement durable, en particulier parce que le discours est souvent culpabilisant. Alors soit il est maltraité par des entreprises qui cherchent à plutôt attirer à faire du greenwashing en gros et à faire des choses qui ne sont pas très acceptables. Soit parce que justement on place une très forte responsabilité sur les gens en disant il faut que vous sauviez la planète. Alors que souvent les arguments sont finalement ce qu'on attend d'eux et pas aussi fort que ça. Et donc ça semble peut-être un peu contradictoire avec ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il faut effectivement une identification d'action qui soit plutôt de haut niveau et. Oui, mais ça ce sens pour moi et pour mon groupe d'appartenance. Voilà. Et là, alors, est-ce que les groupes d'appartenance, est-ce que quand même au niveau des. Parce que même s'il y a une petite partie de la population qui est probablement qui peut être engagée à ce niveau-là, j'ai voulu par ailleurs aussi dans les groupes qui se sentent très très peu concernés par le développement durable et la sauvegarde de la planète. Est-ce qu'on peut quand même arriver à des choses comme ça dans ces groupes-là? Parce que j'ai peur que sinon on s'intéresse à des très petits groupes de personnes. Je ne connais pas ce cas particulier, mais par principe, j'avais même fait un principe de management et même éducatif. Ne jamais demander à quelqu'un ce qu'il ne peut vous donner au moment où vous le sollicitez. Sinon, vous êtes. Il ne faut pas avoir un coup d'avance d'une certaine manière. Il faut que lorsque vous allez promouvoir une ambition collective, ça soit évident qu'à ce moment-là, collectivement, on s'engage pour. Sinon, c'est que vous allez trop vite. Non, ça c'est très très important. Mon expérience vraiment m'autorise à vous dire ça. Il ne faut pas aller trop vite. Peut-être qu'il faut un acte préparatoire de plus. Et simplement permettre aux gens de choisir le nom d'un projet. Ça déjà, ça peut être en soi un tel acte préparatoire. Parce que déjà, vous avez de l'appropriation. Ça devient mon projet dès que j'ai commencé à choisir son nom. Et doucement, pas trop vite. Et après, les gens ont leur rythme, comme les groupes ont leur rythme. Et après, ça peut s'accélérer. Ça peut-être qu'on verra avec les autres questions. L'inertie est très lente. C'est très dur, l'inertie. En fait, ma question, c'est aussi justement sur le nombre de gens qu'on peut engager là-dedans. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on a quand même une certaine urgence. Et qu'il y a quand même une forte proportion de la population qui devient très désengagée. Ça rejoint peut-être un peu ce qu'avait dit au début. Et donc ça peut être un peu compliqué, mais on verra peut-être s'il y a d'autres témoignages à ce sujet. Merci encore. D'accord, merci à vous. Non, parce que là, pour répondre complètement, il faudrait du temps. Mais c'est vrai que j'ai adoré travailler à l'échelle d'une ville, avec des indicateurs objectifs, puisque c'était des mesures au compteur, et montrer que selon le type de communication, je dis bien à l'échelle d'une ville, on n'avait pas tous les mêmes résultats. Résultats qui traduisaient des modifications comportementales. Donc c'est possible, y compris à l'échelle d'une ville. Bonjour. Il faut en avoir la volonté, évidemment, et s'en donner les moyens. Bonjour, déjà, bravo pour Bonjour. l'exposé. Très Merci. agréable. Pour qu'il y ait ce premier pas de responsabilité en commun, il faut peut-être aussi une part de bonheur de rassurer comme un enfant. Il manque cette part de rassurer les gens. Pour amener du bonheur. Les politiques le font tout petit peu, mais ils promettent du bonheur et le bonheur n'est pas immédiat. Est-ce que justement pour, par exemple, l'écologie, toutes ces choses, le bonheur immédiat peut être une solution? Rassurer les gens en disant, si on boit de l'abonnement, on sera en bonne santé. Je ne sais pas, avec des actes. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais vous parliez tout à l'heure de plaisir, bonheur. Il faut effectivement que la personne y retrouve son compte. Mais moi, c'est pas coûteux pour moi, encore une fois, de faire le tri. Je trouve une forme de bonheur à faire ça. Mais peut-être parce que je travaille sur des questions environnementales avant que la DEM existe, à l'époque de la FME. Donc je suis très sensibilisé à ces questions-là. Et donc j'ai fait moi-même tout un chemin. Oui, moi j'avais une remarque et une expérience à partager avec vous en rebond par rapport à l'intervention de Stéphane. C'est vrai que la question, par exemple, de la sensibilisation des étudiants en question de développement durable, elle est problématique, elle est centrale. Et le développement durable, souvent, les étudiants, ils commencent à nous dire, déjà, ils n'y croient plus, ou quelque chose comme ça. Je reviens des R2D2. Alors, les R2D2, c'est les rencontres des référents de développement durable des grandes écoles et universités en France. Et beaucoup de professeurs me disaient, on a de plus en plus de mal à parler de développement durable, etc. Je crois que la question à se poser, c'est aussi comment on le fait. Et bon, je voulais vous parler d'une expérience que certains connaissent, notamment Daniel.
et qui marche parce qu'il y a tous les ingrédients de ce que vous avez dit sur la théorie de l'engagement. C'est les Assises nationales étudiantes du développement durable qu'on organise maintenant depuis 9 ans. Alors qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est pas nous qui l'organisons, c'est les étudiants. C'est-à-dire, c'est plus les profs. On leur dit, finalement, on n'a peut-être pas su bien vous en parler. Donc prenez la main. Donc toute une équipe d'étudiants, en tout ils sont une cinquantaine, ils préparent l'événement, c'est eux qui choisissent les conférenciers, c'est eux qui animent les conférences, c'est eux qui organisent les concours. Alors bien sûr, on est là derrière. On est là derrière pour les aider, pour leur apporter du soutien avec les différentes équipes. Mais en tout cas, on est en plein, d'après moi, dans la théorie de l'engagement. Et ces étudiants-là, quand ils sortent le jour, les 50 qui ont préparé cet événement, et aussi très important pour rebondir ce que vous avez dit, il est ludique l'événement. Il n'est pas anxiogène, on leur donne envie parce qu'on montre tout ce qu'il y a d'innovant, il y a un vélo smoothie, il y a des bêtises même, et tant mieux. Il y a des concerts, il y a des... Oui, le vélo smoothie, c'est un grand succès en général. Il faut pédaler pour obtenir un smoothie. Et ça a beaucoup de succès chaque année, le vélo smoothie. Et en fait, la cinquantaine d'étudiants qui sont engagés là-dedans, alors le problème c'est qu'on n'a pas 50, on a beaucoup plus. Comment faire pour tous? C'est ça la question. Mais la cinquantaine d'étudiants qui sont engagés là-dedans, à la fin de la journée, on a vite compris en regardant leur sourire que de toute façon, pour leur vie entière, ils sont engagés dans le développement durable. Oui, merci pour ce témoignage. Je n'ai pas eu le temps de vous donner tous les principes d'action qui sont, que j'aurais pu partager avec vous. Mais là, qu'est-ce que vous venez de dire? Ça renvoie à ce que vous avez dit à un principe d'action pour moi qui est extrêmement cher. C'est faire des personnes dont on recherche le concours des partenaires avec lesquels je partage la même ambition. C'est fondamental ce que vous avez dit. Regardez, parce que ça peut se dire en 2 mots, parce que on vous raconter de l'histoire, comment j'ai travaillé à l'échelle des villes, etc. C'est plus compliqué, plus long. Mais là, les années SIDA, on arrivait dans les classes avec cette idée en tête, faire des personnes dont on recherche le concours des partenaires avec lesquels on partage la même ambition. Et au lieu de leur expliquer qu'il fallait utiliser des préservatifs, on dit « j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous ». Comme vous avez fait avec vos études, j'ai besoin de vous. On s'est rendu compte que les actions de communication, il ne passera pas par moi, préserve de tout, même du ridicule, etc. Ça n'a pas marché avec des gens de votre âge. J'ai besoin de vous. Est-ce que vous accepteriez de réfléchir à un slogan qui pourrait faire battre le cœur de personnes de votre âge, qui pourrait donner envie d'utiliser des préservatifs? Mais attention, si on le fait pendant le cours de maths, fausse identification de l'action pour certains. Je fais ça, travail de créativité, au lieu de suivre un cours de maths. Bien sûr, on le faisait entre midi et 2 heures. C'est pas pareil. Et alors, on notait les slogans, ensuite deuxième séquence de travail en 10 minutes. Et oui, et là ensuite, quand on faisait nos mesures, je n'ai pas le temps de vous dire comment mesurer, mais là on ne peut pas s'en remettre à du déclaratif pour le recours au préservatif, on avait une petite mesure un peu plus sophistiquée, là on avait une véritable efficacité. Mais vous voyez, un changement de problématique dans un cas, je viens faire la leçon, je vous explique pourquoi il faut mettre le préservatif. J'ai besoin de vous. On s'est rendu compte que nous, ce qu'on a fait, c'est pas efficace. Est-ce que vous nous aideriez à trouver un slogan qui parlerait à des gens de votre âge, qui leur donnerait envie d'utiliser les préservatifs? J'avais en tête, ça coïncide avec les années Gainsbourg, mais je l'ai gardé en tête celui-là, c'était préservatif, affirmatif. Moi, je veux préservatif. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est sur votre terminal. Bonjour, donc Merci pour votre témoignage. Anne-Julia, responsable environnement aéroport de Toulouse. J'avais une première interrogation dans votre présentation. Vous renvoyez aux valeurs. Donc ça veut dire que vous partez du principe qu'il y a une universalité des valeurs. Est-ce qu'on... Voilà, c'est une première question. Non. Par définition, les valeurs ne sont pas universelles, elles sont produites culturellement. Mais les processus psychologiques et psychosociaux sont strictement les mêmes. Alors je voudrais vous en convaincre. Parce que là, on est sur quelque chose qui est trop important pour que je ne prenne pas le temps de répondre. Je peux avoir 4 minutes. Bon. Je pense qu'un parent d'un mafia n'a pas les mêmes valeurs que vous. On est d'accord, et que moi. Alors regardez, votre fils, 8 ans, vient de voler dans le métro le portefeuille d'une grand-mère, le porte-monnaie. Dans votre culture, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, comme tout à l'heure je l'ai dit, c'est très mal. 2, je suis très mécontent. 3, si vous avez suivi ce qu'on a fait, je sais pas, mais dis-moi, ça ne te ressemble pas. Non, d'accord?
Vous allez dénaturaliser. Et tu vas me promettre, parce que de ne jamais plus, parce que là je serai très... D'accord, ok. Je vais vous montrer que les processus sont les mêmes et qu'on peut les mettre au service d'autres valeurs. Maintenant, moi je suis un des parrains de la mafia. Et mon fils vient de voler le portefeuille de la grand-mère, ou le porte-monnaie, il a 8 ans. Je dis, formidable mon fils. 1, 2, mais ça me fait très plaisir. Tu sais que tu es encore plus fort que ton frère à son âge, parce que là, en toile de fond, je sais que tu veux préparer, lorsqu'il sera majeur, un casse avec lui. Ça te ressemble. Et je dis, ça c'est toi. Ben oui, vous voyez, c'est exactement les mêmes processus, mais qui doivent être mis au service de valeurs totalement différentes. Merci pour cette réponse très claire. La deuxième interrogation est la suivante. Vous avez parlé du management à la française. Et la difficulté que l'on a souvent à aller vers la reconnaissance, le prix. On a du mal dans nos entreprises à faire acter ça. Donc est-ce qu'on peut, malgré cette position, avoir une reconnaissance, mais à un niveau, je dirais, où quand la direction ne suit pas, c'est-à-dire dire aux gens, faire une dynamique de groupe, engager les gens à un autre niveau sans une reconnaissance du top management, on va dire. J'ai peur que ce soit un peu des injonctions un peu paradoxales. Hein. Ça fera du bien, mais bon, c'est de... Allez, c'est du chloroforme sur un plâtre. Non, je pense qu'il faut une cohérence d'ensemble. Franchement, pour bien connaître l'entreprise, je pense qu'il faut une cohérence d'ensemble. Ce qui ne veut pas dire que, de toute façon, micro, ça ne fasse pas du bien. Mais si vous voulez créer une belle dynamique, on ne peut pas ne pas avoir le top management, le management intermédiaire et le management de proximité dans un même mouvement, dans un même élan, au service des mêmes valeurs. Sinon, je n'y crois pas trop. Mais moi, dans la lignée de la question précédente, je me disais, voilà, on a un état des connaissances qui est très riche, très dense, et depuis longtemps, hein, les 40, la psychosociale, etc. On a toutes ces connaissances-là, et force est de constater qu'elles s'appliquent toujours très peu. Par exemple, en entreprise, où le problème est récurrent, aussi en matière de management. Et régulièrement, il y a des initiatives et des tentatives. En ce moment, on parle d'entreprises libérées, on parle etc. Et pour autant, il y a toujours cet empêchement à utiliser les connaissances qui nous permettraient d'avancer. Quelle est votre opinion là-dessus, et est-ce qu'on peut trouver des pistes pour accélérer le processus? D'abord, si on prend l'histoire des sciences, ce que vous dites n'a rien d'étonnant. Je voudrais citer Roland Barthes, le sémioticien que vous connaissez, qui disait « La science a vite et droit en son chemin, mais les représentations sociales ne suivent pas, elles sont des siècles en arrière. » Et si vous prenez toute l'histoire des sciences, souvent vous avez une avancée, cette avancée n'est pas acceptée, parce que souvent elle n'est pas acceptable socialement. Et d'ailleurs, ce que je vous ai dit n'est pas forcément acceptable socialement. Mais toute l'histoire des sciences est faite de cette façon-là. Je ne vais pas faire un cours sur l'histoire des sciences, mais quand même rappeler au moins 2-3 choses. Regardez Galilée et la révolution copernicienne. On lui a jeté des pierres. Pourtant, elle tourne. Hein, voilà. C'est inacceptable en général lorsqu'on produit du savoir. Pourquoi? Parce qu'il s'inscrit en rupture avec le sens commun. La fameuse rupture épistémologique. Hein. Et c'est vrai que, ben oui, à l'époque, il y avait la scolastique qui avait placé l'homme au centre de l'univers. Et si l'homme est au centre de l'univers, évidemment, le soleil doit tourner autour de la Terre. Et c'était inacceptable de dire l'inverse. Et le problème, c'est que la science, souvent, s'inscrit en rupture aussi avec nos intuitions. Parce que le soleil, on le voit se lever ici, à l'est, on le voit se coucher à l'ouest, donc on le voit tourner. Et ensuite, ces intuitions soient garanties par l'air du temps. En l'occurrence, là, c'était la scolastique. Mais après, regardez Darwin. On y a craché dessus. Les théories de l'évolution. Et actuellement, aujourd'hui encore, dans une des plus grandes démocraties aux États-Unis, il y a encore des groupuscules créationnistes qui nient que nous sommes le fruit d'une longue, très longue évolution. C'est totalement inacceptable ce que disait Darwin. Freud. L'histoire raconte que Jung, qu'il aurait dit à Jung sur le bateau qui les amenait aux États-Unis, où il devait faire de sa découverte de l'inconscient freudien, il ne se doute pas que nous rapportons la peste. Ouais, mais bien sûr, hein. Ouais, et dire que les comportements ne découlent pas logiquement des idées, c'est complètement révolutionnaire. Mais dans 100 ans, ce sera une évidence, comme la Terre tourne autour. Bien sûr, hein. Il faut du temps. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut se battre au quotidien. Et je crois que
montrer pour un chercheur que l'on peut, à la lumière du savoir disponible, mieux traiter qu'on ne le ferait sans ce savoir des questions qui se posent dans le fonctionnement social à un moment de son histoire, c'est extrêmement important. Pourquoi on le laisse seul aux sciences dures? Franchement, c'est ce qui m'a donné envie de faire de la diffusion scientifique. Non, mais on est sur un point essentiel. Pourquoi on laisserait cela aux sciences dures? S'agissant de construire qui le discuterait? S'agissant de construire un pont, une tour, un avion, qu'est-ce qu'on demande aux professionnels? Sinon de tabler sur les savoirs disponibles et d'avoir une pratique professionnelle solidement adossée à l'état du savoir. Oui ou non? Sinon, il fait une fois de professionnel, une fois, deux fois, merci monsieur, on n'a plus besoin de vous. Mais attendez, les ponts, les tours, les avions sont faits pour les hommes et les femmes et les enfants. Alors pourquoi on n'aurait pas le même égard? Et il y a une discipline qui s'appelle les sciences humaines et sociales, qui produit dans les laboratoires au quotidien des avancées de la connaissance. Donc ce que vous dites est très très important. Bonjour. J'aurais une question. Vous nous avez donné beaucoup d'exemples et de résultats qui tendent à avoir un peu des effets d'immédiateté. Et j'aurais aimé avoir un peu d'informations sur la pérennité des changements, le maintien dans le temps, qui est quand même une grande question, surtout sur les enjeux de développement durable. Et la deuxième question, ce serait plutôt comment vous analysez les effets de contexte, c'est-à-dire les individus que vous choisissez ou que vous ne choisissez pas ont forcément des histoires, du vécu, et comment vous appréhendez ça. Je pense notamment aux gens qui ramassent ou qui ne ramassent pas le billet. Voilà, il y a des dispositions, des prédispositions sociales qui peuvent expliquer aussi leur comportement. Donc, comment vous faites la répartition entre les deux? Bon, sur la première question, je ne vais pas répondre parce que vous avez lu le programme, je suppose. C'est un des points qui va être abordé par mon ami, le professeur Marchand, tout à l'heure. Donc, on va gagner quelques instants. Donc, je passe directement à la deuxième question. Donc, vous savez, tout l'enseignement de la psychologie sociale. Non, bien sûr, il y a même un texte auquel je pense, l'analyse long terme de la psychologie de l'engagement. Fabien Girondola et Roussio, j'ai oublié son prénom, publié dans les Nicolas Roussio, publié dans les cahiers internationaux de psychologie sociale. Donc, c'est facile de vous donner des réponses à cette question-là. Et vous doutez bien que lorsqu'on travaille à l'échelle d'une ville, ça n'a aucun sens d'obtenir ponctuellement un comportement. Ce qui compte, c'est d'en assurer la pérennité. Mais pour le pérenniser, encore faut-il d'abord le produire. Et bien sûr, hein, cette question est vraiment centrale. Alors, sur la deuxième question, si on prend toute la psychologie sociale, vraiment dans son ensemble, vous avez dans cette discipline des éléments forts de réponse à votre question. Que montre cette discipline? Elle montre que nos façons de nous comporter, de penser, de juger, sont déterminées par le contexte dans lequel nous sommes placés et nos insertions sociales. Donc les gens ne sont pas comme ça en naissant. Mais il y a un parcours de vie, il y a des insertions sociales qui font qu'à un moment de leur histoire, ils pensent ce qu'ils pensent et ils font ce qu'ils font. Et notre responsabilité, c'est précisément de créer un contexte qui va être favorable au comportement que l'on juge socialement utile. Bonjour, oui. C'est la dernière. Il faut que je prépare évidemment la suite. C'est ma responsabilité aussi. Hein. La dernière, je veux dire, dans la chronologie, pas par la qualité évidemment de la question que vous avez posée, je ne vous serai jamais permis. Et d'ailleurs, je sens qu'elle va être pertinente. Je fais du conseil en développement durable et en démarche participative depuis quelques années. Donc déjà, je voulais vous remercier effectivement pour cette présentation qui me conforte dans mes convictions depuis que je fais ce métier. Je voulais un peu réagir aux remarques qui disaient que c'était de plus en plus dur de parler de développement durable. Et j'ai envie de dire, et donner un petit peu d'optimisme en disant que je suis d'accord mais pas d'accord. Je pense que c'est le terme dont les gens font un peu une overdose aujourd'hui. Et quelque part, ça n'a pas la moindre importance parce que finalement, l'important, c'est qu'il y a un changement qui s'imprime dans les comportements vers quelque chose de mieux, mais quel que soit le nom qu'on lui donne. Et souvent, en fait, on ne donne pas le nom de développement durable à des choses qui en sont vraisemblablement. Et je voulais un peu partager aussi une expérience par rapport à ce que évoquait cette dame. Non pas auprès d'étudiants, mais auprès de citoyens, et pour aborder la question aussi de l'effet boule de neige. J'ai accompagné pour une agglomération une cinquantaine de foyers témoins dont l'objectif était de limiter
leur impact sur l'environnement, donc de mesurer, et c'est intéressant parce qu'en fait je relis toute cette expérience-là à travers des notions que vous avez évoquées, puisque ce travail-là, on leur a mesuré leur impact écologique au début de l'année, et on les a accompagnés à travers des ateliers qui étaient justement ludiques et où l'objectif était de sortir de la position de sachant et de faire remonter plutôt des actions et des propositions de la part des gens. C'est-à-dire qu'il y avait des experts mais ils ne servaient à rien, entre guillemets, et c'était parfait comme ça. Et concrètement, ce qui était très très intéressant, c'est que les gens ont apporté des solutions. Ils ont à la fin, en plus, rédigé un petit guide à destination des autres habitants. Donc là aussi, je vois l'acte d'engagement qui est peut-être pas préparatoire, mais post-opératoire, j'ai envie de dire. Et quelque part, ce qui a été très important, c'est que les gens ont adoré ce principe d'être acteurs. Ça a vraiment marché. Mais en plus, il y a une dynamique de groupe qui s'est créée, donc une reconnaissance, finalement, vous évoquez la notion de reconnaissance, mais qui s'est créée, qui n'existait pas a priori, qui s'est créée entre les gens et face aux élus, et ça c'était intéressant. Des projets qui ont émergé entre eux, mais aussi des projets qui ont émergé par effet boule de neige. Et ça, c'est sur ça que je voulais aussi, sur quoi je voulais vous interroger. Oui, les gens ont renforcé leur conviction et développé chacun des choses auprès de leur entourage. Comment est-ce qu'on peut encore renforcer cette idée d'effet boule de neige qui va interagir après avec d'autres entourages, d'autres cercles d'action quelque part? C'était bien la dernière question, Robert Vincent. Oui, non, c'est pas qu'une question, c'est un témoignage, hein, évidemment, qui me fait très plaisir. Mais la réponse, c'est dans votre propos. En continuant à travailler comme ça et en créant les conditions de l'émergence de l'intelligence collective. Ça, c'est très important. Il ne faut jamais avoir peur de l'intelligence collective. Et souvent, notre responsabilité, c'est de créer le contexte pour précisément qu'elle émerge. Donc, je n'ai rien à rajouter, si ce n'est merci pour ce très beau témoignage.